Edward Hartley Duarte, qui a édité la première anthologie de la littérature canadienne anglaise, a écrit « Une littérature nationale est un document essentiel du progrès mental d'un pays. Elle est l'expression de la vie intellectuelle d'une nation, un lien d'unité nationale et une guide de l'énergie nationale. » Pour nous donner une idée de la direction que notre énergie nationale a prise depuis que le Canada a célébré son centenaire et du genre d'unité nationale que nous pourrions envisionner en 2017, nous pouvons examiner notre littérature nationale depuis 1967. Aujourd'hui, je vais me limiter à une petite histoire de la poésie anglophone canadienne. Deux de nos modèles fondamentaux de l'imagination canadienne viennent des études de la poésie. En 1965, Northrop Frye, lisant la poésie de E.J. Pratt, Alden Nolan et Margaret Avison, a décrit l'imagination canadienne comme une mentalité de garnison, où les communautés érigent des forteresses contre des menaces. Et les menaces étaient la nature sauvage, des Autochtones sauvages et les Américains. En 1972, Margaret Atwood lisait la poésie de John Newlove et a utilisé ces versets au début de sa thèse que l'identité canadienne était une pose de victime qui s'était concentrée pas sur le triomphe, mais sur la survivance. I'm starting to feel sentimental only when at home in my $60 a month slum, or to feel like a Canadian only when kissing someone else's bum. Non, ces images de Canada, apeurées de l'étranger, étaient même à ce moment-là en train d'âger. Sans doute, vous savez bien que quand le Canada a adopté une politique de multiculturalisme et a commencé à se voir comme une mosaïque multiculturelle, que des voix plus diverses ont commencé à peupler le paysage littéraire. We must build new myths to wind up the world, provoke new Christs with our beautiful women. Ça, c'était de la poésie de Michael Ondaatje, né toujours à Sri Lanka. Et dans un de ses premiers poèmes, Dion Brand a écrit « I give you these epigrams, Toronto, these winter fragments and stark white papers, because you mothered me, because you held me at a distance I expected. » Le modèle multiculturel littéraire a été vécu par plusieurs écrivains comme un libéralisme où les cultures dominantes permettent à des immigrants qui viennent d'arriver de participer à un jeu déjà en cours, les règles duquel sont toujours le domaine d'un des deux solitudes. Et ils ont très bien joué ce jeu. Mais ce qu'on a vu aussi, c'est que beaucoup des voix nouveaux qui entraient dans le sein littéraire ne représentaient pas seulement des nouveaux arrivés, mais des Canadiens dont la présence est de longue date. « Breathing my name with a sigh », a écrit Fred Waugh. Waugh, notre poète lauréat actuel, est né à Saskatoon, mais dans les années 70, ne faisait que commencer à écrire ses expériences de grandir à l'intérieur de la Colombie-Britannique, comme un garçon avec le patrimoine canadien-chinois. Are origins magnetic lines across an ocean, migrations of genetic spume, or holes, dark mysteries which I carry further into the world? Le travail d'écrivains comme Waugh fait de la littérature et de la poésie canadienne un espace de réflexion sur une écologie étrange entre le territoire où on grandit, la langue qu'on apprend, l'histoire du colonialisme et l'identité du soi. And English is my mother tongue, is my father tongue, is language, anguish, anguish. English is a foreign anguish. Écriva Nurbese Philip du mauvais accord entre son idée africaine diasporique et la langue européenne dans laquelle elle devait s'exprimer. And I remember the puzzle of Lorraine Life, who said, "Don't insult me," when I proudly wrote my name in Japanese.
écriva Joy Kagawa dans son poème What Do I Remember About the Evacuation? Je me demande si je devrais inclure des écrivains autochtones dans le mosaïque des nouvelles voix qui ont été nourries par le modèle multiculturel. J'hésite parce que si on venait en ce temps-là à construire des nouveaux mythes, on était bienvenu. Mais si on avait déjà ses propres mythes qui dataient d'avant la Confédération, avant l'idée même du Canada, c'était pas évident qu'on serait invité à participer dans le grand projet du mosaïque. How long have I known you, O Canada? 100 years, yes, and many millennium more. And today, when you celebrate your 100 years, I am sad for all the Indian people throughout this land. Ainsi écrivait Dan George en 1967 dans le poème Lament for Confederation, qu'il a lu devant un public de 35 000 à l'Empire Stadium, ici à Vancouver. Le travail des poètes des années post-centenaires, la génération Ondaatje, Kogawa, Waugh et Brand, a enseigné à une nouvelle génération de poètes canadiens qu'il sera impossible de penser l'identité canadienne en 2017 sans penser cette écologie de langue, terre, colonisation et identité. Et de plus, les jeunes poètes qui veulent réfléchir sur le Canada en 2017 sachent qu'ils le font dans le contexte du changement climatique. Ils veulent penser à des échelles de mesure qui surpassent la nation parce que le vent et l'eau et les forêts, elles, aussi existent à ces échelles-là. Et dans ce but, humblement, on veut se tourner vers les aînés de Premières Nations en espérant qu'elles partageront leurs connaissances résilientes et survivantes. À l'approche de 2017, les poètes canadiens sont de nouveau préoccupés non par la survivance d'essentiels culturels, mais par la survie écologique. L'histoire de leur expérience d'identité canadienne au cours des 50 dernières années suggère que les garnisons, les frontières et certains types d'identité nationale peuvent se révéler être notre plus grande menace plutôt que notre protection. Ce qu'on voit maintenant dans le travail des jeunes poètes est qu'ils pensent à la façon dont les modèles écologiques représentent la façon dont les idées se déplacent et dont le sentiment de communauté se répand. Un développement récent dans l'écriture écologique est un genre de crowdsourced poetry rendu possible via les médias sociaux où les poètes facilitent des poèmes écrits par des communautés. Rebuild par Sachiko Murakami est un de ces projets où n'importe qui peut aller en ligne et renouveler des poèmes originaux tels que le projet fini est un document de logement collectif et de régénération. Angela Rawlings, une poète canadienne basée en Islande, invite les poètes à travers du monde à participer à des événements de composition de durée limitée. Comme ça, via Twitter, un long poème sur une espèce d'oiseau menacé peut être écrit par 30 personnes dans l'espace d'une heure. Non survivance, mais la survie écologique. Non l'identité, mais des sensibilisations. So in closing, thinking ahead to 2017, I suggest we get inspired by the story of our own progress in literature to do two things. One, speak with ourselves. Artists and writers of every region can take apart, rebuild, and create a new archive of stories of the interdependence between Aboriginal and Canadian identities. Give all Canadians an opportunity through crowdsourced art projects to learn Chwinitsa Shwakloan and more than that, of the Aboriginal languages of the land that they live on. Two, to speak out externally with the world. In 2017, I'd like to see Canadian artists, writers, as well as other curators empowered to design these crowdsourced works that create, in the moment of the art making, communities beyond national borders. Thank you.